Bonjour à tous, une fois encore nous vous saluons et vous nous entendez encore juste pour parler sur les hémorragies de la délivrance ou bien les hémorragies du post-partum. Quand nous parlons des hémorragies de la délivrance, ce sont des hémorragies qui surviennent après l'accouchement. Et n'oublions pas que c'est une situation très dangereuse et très redoutable parce que ça représente la première des causes de la mortalité maternelle et une morbidité à long terme. Selon la définition de l'OMS, c'est une hémorragie d'origine utérine qui survient dans les 24 heures suivant l'accouchement. Et ceci est responsable d'une perte sanguine estimée jusqu'à au moins 500 ml. Donc, automatiquement, c'est une urgence. Nous sommes là pour parler sur les causes, les facteurs de risque, les complications, la prise en charge et la prévention. Maintenant, nous allons prendre par exemple un accouchement fait par voie basse et il faut noter les causes. Quelles sont les causes d'une hémorragie de la délivrance ou bien d'une hémorragie du post-partum? La cause la plus fréquente, c'est la rétention placentaire. Que ça soit total, que cette rétention soit totale ou partielle, c'est la cause la plus importante. C'est quoi une rétention placentaire? Quand nous parlons de rétention placentaire, c'est le fait que les débris placentaires vont rester dans l'utérus après l'expulsion du placenta. Donc, ça aggrave les hémorragies lorsque ces débris placentaires sont restés dans l'utérus après l'expulsion du placenta. Secondo, il faut noter une atonie utérine, c'est-à-dire que l'utérus ne se rétracte pas, la non-rétraction utérine après l'accouchement. Lorsque, après l'accouchement et la délivrance, l'utérus n'arrive pas à se rétracter, automatiquement, les hémorragies s'aggravent. En outre, il faut noter également des troubles de coagulation. C'est-à-dire que lorsque, après l'accouchement, la femme présente un trouble de coagulation dans son organisme, les hémorragies sont continuelles. Les hémorragies sont déclenchées. Il faut également noter les lacérations utérines, vaginales ou périnéales, c'est-à-dire les déchirures à ces niveaux. Lorsque l'utérus a eu une déchirure, lorsque le vagin a eu une déchirure, lorsque le périnée a eu une déchirure, automatiquement les hémorragies vont s'aggraver et seront continuelles. Vous voyez? Donc, il faut également noter des incisions mal faites ou bien des incisions compliquées, c'est-à-dire une épisiotomie mal faite ou bien une épisiotomie compliquée. Donc, l'ensemble de ces causes que nous venons de citer, à savoir la rétention placentaire, une atonie utérine, des troubles de coagulation, des déchirures utérines, vaginales ou périnéales, ou bien des incisions mal faites, sont à l'origine des hémorragies de la délivrance ou bien des hémorragies du post-partum. Alors, quels sont les facteurs de risque? Qu'est-ce qui peut entraîner par après une hémorragie de la délivrance? Et ça, nous allons voir. D'abord, lorsqu'on parle des facteurs de risque, d'abord, il faut noter des utérus myométeux ou bien des fibromes.
associées à la grossesse. Lorsque un fibrome est détecté en association d'une grossesse, c'est sûr et certain que la femme va présenter des hémorragies après. Peut-être que si les myomes ne sont pas traités, ou bien la prise en charge n'est pas efficace. Il faut également noter un placenta praevia qui peut favoriser par après des hémorragies du post-partum. Il faut également noter une utérus cicatricielle ou bien un antécédent de la césarienne. Lorsque la femme avait une fois subi une césarienne, c'est sûr et certain que peut-être elle va présenter des hémorragies du post-partum. Des fois, si la femme avait une fois présenté des hémorragies du post-partum, c'est-à-dire des antécédents de l'hémorragie de la délivrance, ça peut une fois aussi réapparaître. Il faut noter un travail déclenché automatiquement ou bien un travail rapide ou prolongé. Lorsque l'accouchement est difficile ou bien lorsque le travail est prolongé sur des heures, c'est sûr et certain que la femme va présenter des hémorragies après l'accouchement. Il faut noter également une hyperthermie, c'est-à-dire élévation de la température corporelle humaine. Il faut également noter la macrosomie et l'hydramnio. La grossesse multiple aussi favorise et la grande multiparité aussi. Des fois, il peut s'agir de l'absence d'ingestion d'utérotonique dans les secondes qui suivent l'accouchement. Donc, l'ensemble de ces facteurs sont responsables ou bien peuvent toutefois entraîner par après une hémorragie de la délivrance. Maintenant, nous savons très bien que l'hémorragie de la délivrance, comme nous venons de le dire, c'est une situation très dangereuse et très redoutable. C'est une situation dans laquelle la femme saigne beaucoup. C'est une situation dans laquelle la femme perd beaucoup de litres du sang de son organisme. Et donc, lorsque la femme a une perte sanguine très importante ou bien une perte sanguine excessive, automatiquement la vie de la femme est menacée. Quelles peuvent être les conséquences? Quelles peuvent être les complications que nous pouvons avoir? D'abord, étant donné que la perte sanguine est massive ou bien est importante, il faut noter une mauvaise circulation ou bien un ralentissement de la circulation sanguine. Parce que la perte sanguine va entraîner une hypovolémie. Donc, ce qui va faire que la femme va présenter un ralentissement de la circulation sanguine. Et sur ce, vous allez noter que la tension de la femme sera abaissée. Peut-être on peut toutefois observer un pincement de la pression artérielle. Vous allez voir que la femme va avoir des chocs, des troubles de conscience, voire des comas. Cela peut entraîner un manque d'oxygène, c'est-à-dire une désaturation en oxygène. Cela peut entraîner une défense respiratoire qui peut entraîner la mort facilement. Et donc, après ces complications-là, il faut noter une complication à long terme. C'est-à-dire que lorsque l'hémorragie survient et que l'hypovolémie s'installe et dure plus longtemps, ça va entraîner une nécrose de la glande hypophysaire qui apparaît plusieurs mois après. Une nécrose de la glande hypophysaire. C'est ça la complication à long terme. Donc, sur ce,
Lorsque nous faisons face à une telle situation d'hémorragie de la délivrance, à une telle situation d'hémorragie du postpartum, qu'est-ce que nous devons faire dans les minutes qui suivent? Qu'est-ce que nous pouvons faire dans l'immédiat? Quelles seront notre orientation pour pouvoir sauver la vie de la maman? Parce que nous l'avons dit plus haut, que les hémorragies de la délivrance constituent la première des causes de la mortalité maternelle. Ce qui veut dire automatiquement que chaque femme, ou bien toute femme qui présente une hémorragie de la délivrance, risque de perdre sa vie dans les minutes qui suivent, lorsque la prise en charge est retardée. Alors, avant de faire face à une éventuelle situation d'urgence hémorragique, bon, je le dis parce que l'hémorragie de la délivrance est une urgence médicale. Donc maintenant, avant de faire face à une telle situation d'urgence hémorragique, il est d'abord nécessaire d'évaluer le type de saignement ainsi que sa quantité. C'est ça qui va permettre à une orientation diagnostique. 1. Le type, la couleur, la quantité et l'abondance du sang perdu. Il faut également noter s'il y a la présence de caillots dans le sang. Vous voyez, non? Ça va permettre une orientation diagnostique. Je voulais donner un certain exemple. Par exemple, lorsque les hémorragies sont d'un sang rouge avec une apparition récente et persistante, c'est-à-dire que vous voyez que le sang que la femme est en train de perdre, c'est un sang rouge et ça persiste. Donc automatiquement, ça va nous orienter vers un placenta prévia. Ou soit, lorsque l'hémorragie est d'un sang rouge, mais ce n'est pas trop abondante, c'est peu abondante, cela va nous orienter vers une cause cervicale. Il peut s'agir d'une déchirure à ce niveau. Maintenant, lorsque l'hémorragie est une hémorragie de sang noir, plus ou moins abondante, et peut-être c'est accompagné des contractions et des douleurs abdominales violentes, ça va nous orienter vers l'hématome rétroplacentaire. Hématome rétroplacentaire. Et lorsque l'hémorragie est de sang noir, en dehors des contractions utérines, ça va évoquer un hématome marginal. Donc, c'est à peu près les différents types ou bien comment évaluer ou bien orienter le diagnostic. Donc, il faut évaluer la quantité du sang, le type et l'accompagnement, les signes accompagnés en quelque sorte. C'est ça qui va orienter le diagnostic. Maintenant, quelle sera la prise en charge? Quelle sera la prise en charge? Nous savons très bien que ces genres de cas, ce sont des cas d'une urgence qui nécessitent une compétence ou bien qui nécessitent une structure spécialisée. Lorsqu'on méconnaît les cas, lorsqu'on n'arrive pas à faire chose, il faut juste garder la barre veineuse et évacuer la dame. C'est simple. D'abord, pour la prise en charge, il faut d'abord essayer de stopper le saignement à base d'un hémostatique. Et il ne faut pas oublier de faire la révision utérine, c'est-à-dire juste pour voir s'il s'agit des débris placentaires dans l'utérus. Il faut faire la révision
utérine. Maintenant, après ça, il faut faire une inspection systématique sous valve des voies vaginales. Donc, juste pour identifier une déchirure. Il s'agit au niveau cervical, il s'agit au niveau du vagin ou bien au niveau du périnée. Il faut faire, après la révision utérine, une injection d'utérotonique. Vous voyez à peu près, non? Donc, c'est quelque chose comme ça. Maintenant, après ce genre de choses aussi, vous allez voir que peut-être les hémorragies vont faire quoi? Vont persister. Donc, dans ce cas, il faut poser 2 abords veineuses périphériques de gros calibre. Et il faut perfuser un cristalloïde, soit un macromolécule lorsque la femme présente un choc hypovolémique. Il ne faut pas oublier de prendre les constantes vitales. Et automatiquement, il faut passer par des bilans sanguins pour évaluer la nécessité d'une transfusion sanguine. Et c'est très important parce que chez beaucoup de femmes, lorsque la perte de sein est tellement massive, automatiquement la transfusion est nécessitée. Donc c'est à peu près quelque chose comme ça. Il faut également demander les bilans biologiques en urgence. Il s'agit de la NFS et le groupe sanguin, et le résus, la coagulation et la recherche des agglutinines irrégulières. Donc c'est ça. Secondo, il faut passer par une oxygénothérapie lorsqu'il y a une désaturation en oxygène. Il faut corriger l'hypothermie parce que des fois, lorsque l'hémorragie est importante, ça chute aussi la température corporelle. Donc, n'oubliez pas de faire un traitement chirurgical d'une lésion détectée dans un délai bref. Parce que lorsqu'il y a une déchirure détectée au niveau de l'utérus, ou bien au niveau du vagin, ou bien au niveau du périnée, il faut automatiquement un traitement chirurgical. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'une atonie pure, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une tamponnante intra-utérine par ballon de Bacry. Des fois, la laparotomie est besoin ou bien est nécessaire. Donc, avec ces choses-là, il faut d'abord une compétence ou bien il faut que la femme soit évacuée dans une structure spécialisée. Sinon, vous risquez de perdre la vie de la maman dans les minutes qui suivent. Et je rappelle que les hémorragies de la délivrance constituent une urgence et la première cause de la mortalité maternelle. Ce qui veut dire automatiquement que lorsque nous faisons face à une telle situation d'urgence hémorragique, il faut juste avoir des décisions immédiates. Soit tu ne maîtrises pas le cas, il faut évacuer la dame en urgence. Parce que si la prise en charge est retardée, si la référence est retardée, peut-être que très bientôt, la vie de la maman plutôt sera emportée. Maintenant, comment prévenir les hémorragies de la délivrance? Pour la prévention, il y a quelque chose que nous appelons par, c'est une technique que nous appelons par la GATPA, c'est-à-dire la gestion active de la 3e phase ou bien de la 3e période de l'accouchement. Et quand nous parlons de la gestion active de la 3e phase de l'accouchement, c'est l'ensemble des mesures qu'on utilise pour accélérer la délivrance placentaire tout en augmentant les contractions utérines afin de prévenir les hémorragies du postpartum.
Maintenant, cette gâte-pas ou bien cette gestion ou bien cette technique a 3 étapes. 1. Administration d'un médicament utérotonique pour contracter l'utérus après s'être rassuré qu'il n'y a pas d'autre fœtus dans l'utérus. Parce que lorsque vous n'êtes pas rassuré qu'il y a absence d'un autre fœtus, il ne faut pas injecter ce médicament utérotonique. Lorsque vous êtes sûr qu'il y a absence d'un autre fœtus, il faut le faire. La deuxième étape, c'est une application d'une traction contrôlée sur le cordon du nouveau-né. Ceci, tout en faisant une contre-pression sur l'utérus à travers l'abdomen de l'accouché. La troisième étape, c'est l'application d'un massage sur le fond utérin à travers l'abdomen de l'accouché, juste après l'expulsion du placenta. Ce sont les 3 étapes de cette gestion ou bien de cette technique qui va permettre de faire quoi? Qui va permettre de prévenir les hémorragies de la délivrance. Alors, cette gestion active de la 3e phase de l'accouchement est une meilleure pratique qui permet de réduire, je m'en vais dans les buts, de réduire l'incidence des hémorragies du postpartum qui sont dues des fois à une atonie de l'utérus. Et ça permet également de réduire la nécessité d'une transfusion sanguine. Et ça permet également de réduire le mauvais état de santé ou la mort qui sera causée par cette hémorragie de la délivrance. Donc, c'est ça. Et également, des fois, il y a certaines femmes, au cours de la grossesse, les CPN, elles ne font pas les CPN. Parce que nous venons de parler sur les facteurs de risque. Afin qu'on ne puisse détecter ces facteurs de risque et prendre des mesures d'avance avant l'accouchement, c'est lors des consultations prénatales. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire à toutes les femmes que lors de vos grossesses, ne ratez pas les consultations prénatales. Parce que c'est lors des consultations prénatales, on aura détecté des facteurs de risque et on peut vous donner des recommandations. Vous voyez? Donc, les consultations prénatales aussi constituent une des mesures préventives des hémorragies postpartum. Parce que c'est à travers certains interrogatoires, à travers les examens et à travers les examens complémentaires, les autres bilans qu'on aura à vous demander, ça va permettre à détecter certaines anomalies et on peut toutefois orienter à certaines recommandations. Donc, cela va permettre à ce que le risque d'aggravation des hémorragies du postpartum sera chose. Vous allez voir par exemple, à travers l'échographie, on peut toutefois détecter un myome utérin. Donc peut-être qu'on peut toutefois orienter ou bien adapter à une prise en charge très tôt avant l'accouchement. Et imaginons, si vous n'avez pas suivi la CPN et on vous a demandé l'échographie, qu'est-ce qui va révéler maintenant à vous-même qu'il y a un myome à ce niveau? Vous voyez à peu près. Donc, c'est tellement nécessaire de faire quoi? De faire les consultations prénatales lors de vos grossesses. C'est très important. Donc, à toutes les femmes, courage. Et surtout, Dieu fera sa grâce.
vous serez épargné de ces genres de situations d'urgence très mortelles. Je vous remercie d'avoir suivi cet audio et au prochain cours. Merci.